Bonjour et bienvenue dans Citizen Vox, le média qui questionne la valeur du vivant dans les villes. Comment produire des villes à forte valeur urbaine, c'est-à-dire habitables, fluides, créatives, bref, résilientes, en partant des sols? Comment tisser un lien vertueux entre la production urbaine et l'utilisation des ressources? Je suis Fanny Hervera et avec mes invités, j'explore ce vaste sujet sous toutes ses formes. C'est parti! Bonjour à tous. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Marie Massart. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le podcast. Je suis ravie d'interviewer une élue de ma ville natale, Montpellier, pour traiter un sujet important des politiques urbaines, celui de l'alimentation, en particulier du point de vue de la solidarité. Donc on va parler qualité, accessibilité de l'alimentation pour tous. Alors d'abord, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes élu écologiste à la ville de Montpellier depuis 2020. Vous avez été élu sur une liste commune de gauche, PS Europe Écologie Les Verts. Et vous êtes adjointe au maire, chargée de la politique alimentaire, de la restauration scolaire, de l'agriculture urbaine, bioalimentation. Vous allez évidemment nous décliner toutes les fonctions que vous avez à la ville. Et vous êtes également élue à la métropole de Montpellier. Et pour finir, vous êtes aussi présidente du MIN, le marché d'intérêt national, qui est un outil essentiel pour la politique alimentaire. Alors, je connais votre intérêt de longue date pour l'alimentation et j'aimerais savoir d'abord, à titre personnel, qu'est-ce qui vous a motivé, enfin en tout cas, qu'est-ce qui vous a intéressé dans la question alimentaire qui vraiment date de très longtemps. Qu'est-ce qui vous a intéressé ? Oui, alors ça fait de nombreuses années que je suis investie en politique, mais aussi dans des engagements associatifs. Donc ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis engagée dans un parti politique, les Verts, Europe Écologie Les Verts, les écologistes maintenant. Et j'ai toujours eu la volonté d'agir. Et je me suis dit que c'est par l'entrée en politique, par les politiques publiques locales, moi c'est vraiment à l'échelle de la ville qui m'a toujours le plus intéressée, que je pouvais agir le plus fortement. Pourquoi l'alimentation ? Parce que ça permet pour moi de tirer de nombreuses ficelles et de répondre à de nombreux enjeux, notamment les deux principaux de mon point de vue, c'est les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux. Mais ça permet aussi d'aborder le lien social, le bien vivre ensemble, les aspects économiques et la condition animale et beaucoup d'aspects. Donc moi, c'est vrai qu'à titre personnel, ça m'a toujours intéressée et en politique, je me suis toujours intéressée particulièrement là-dessus, sur ce sujet-là, même si j'ai pas de compétences professionnelles là-dessus, mais bon, à titre politique en tout cas, c'était bien. Donc c'est une clé d'entrée pour vous, c'est une manière de rentrer dans la politique de manière un peu transversale, dans les politiques urbaines, de manière transversale, avec un fil conducteur qui est évidemment la solidarité, on va en parler, et qui permet de toucher à la fois la citoyenneté, la question des solidarités, mais aussi les opérateurs économiques, en fait, et la manière dont on travaille avec les opérateurs de l'alimentation pour générer un écosystème. Est-ce que c'est ça ? C'est tout à fait ça. Et puis, pour moi, l'intérêt, en tout cas, d'être engagé en politique, c'est de changer la vie des gens, de changer les politiques publiques. Et par l'alimentation, c'est très concret. Déjà, tout le monde y passe. Donc, c'est vraiment un sujet qui intéresse beaucoup de gens, et vraiment l'aspect environnemental et social est tout aussi important, et il y a de nombreux leviers pour pouvoir faire changer les choses. Alors est-ce que c'est vous qui avez soufflé au maire actuel le fait de vouloir être adjointe à la politique alimentaire, pardonnez-moi. Est-ce que c'est vraiment parce que on ne trouve pas des adjoints à la politique alimentaire dans toutes les villes. C'est ça, c'est même plutôt rare. Voilà, c'est plutôt rare. Et moi, c'était vraiment une demande dans un cadre politique, puisqu'au premier tour, on n'était pas ensemble, on avait une liste autonome des écologistes, et ça a été dans le cadre d'un accord. Et dans le cadre de cet accord, moi, c'est vraiment une volonté forte que j'avais d'avoir cette délégation sur la politique alimentaire et l'agriculture urbaine, puisque pour moi, c'était important aussi de mêler l'agriculture. Et donc une délégation comme ça est très rare et existe dans très peu de villes. Donc on va rentrer du coup dans les projets que vous portez. Votre intérêt et cette manière de fonctionner, c'est tout naturellement que vous avez eu la charge de la thématique alimentaire. Donc avant, on peut peut-être un tout petit peu situer Montpellier rapidement. C'est une ville de la région Occitanie qui compte
300 000 habitants à peu près. Si on va jusqu'à l'aire urbaine, c'est 470 000 à peu près habitants. C'est une ville attractive, qui est dynamique, mais qui présente aussi des difficultés. Donc il y a une vraie trajectoire démographique qui en fait est soutenue depuis plusieurs années, mais qui du coup aussi connaît des difficultés sociales. Par exemple, on relève un taux de pauvreté qui est assez élevé, à 28%, un taux de chômage à 19% à peu près, peut-être un peu moins actuellement. Voilà, on a ce cadre-là. Peut-être vous pouvez rajouter un mot sur la présentation de la ville, de votre point de vue. Oui, c'est ça, on est sur une ville dynamique, une ville jeune, une proportion d'étudiants très important, et après, vous l'avez dit, une ville avec des taux de précarité assez importants, d'où l'intérêt aussi, enfin moi c'est à la fois un intérêt personnel, mais à la fois un intérêt lié à la configuration de cette ville, la volonté et le besoin d'agir sur des notions de précarité tout court, mais aussi de précarité alimentaire, puisque l'alimentation est généralement la variable d'ajustement quand on a payé le loyer, les factures, et c'est là que les personnes en situation de précarité vont diminuer très fortement. Donc l'enjeu est là, de rendre accessible. Oui, c'est ça. Oui. Parce que je vous coupe simplement parce que il y a une étude qui a été menée en 2021, je crois, sur les besoins et un diagnostic un peu de la précarité alimentaire à Montpellier. C'est une étude qui a été menée par l'Institut Agro Montpellier Sup Agro et par le CIRAD au travers de leur chaire UNESCO Alimentation. Ouais. Vous êtes appuyé sur cette étude pour développer votre feuille de route ? Oui, et je travaille énormément avec eux, avec la chaire Alimentation du Monde, les chercheurs. Pour moi, c'est une ressource très très importante et qui est particulièrement en pointe à Montpellier. Donc, pour construire les politiques publiques, je m'appuie beaucoup sur leurs travaux de recherche. Quel est le diagnostic un peu qu'ils ont fait en 2021 ? Quelles étaient les priorités selon eux ? Quel est l'écosystème de la précarité alimentaire ? Voilà, sur quoi il fallait agir. Alors, un élément de diagnostic et sur lequel justement on a agi et qui a débouché sur un certain nombre de projets, notamment la caisse alimentaire commune, c'est aussi l'insatisfaction des systèmes actuels d'aide alimentaire. C'est-à-dire une aide alimentaire qui est déjà pas suffisante, puisque la précarité ne cesse d'augmenter, donc on a des difficultés en termes de quantité, mais surtout en termes de qualité, puisque c'est des produits, pour la plupart issus de produits industriels, de l'industrie agroalimentaire, de mauvaise qualité, pour la plupart, je simplifie, c'est quand même pas tout à fait ça, mais souvent des produits de mauvaise qualité, qui sont les surplus des supermarchés, et qui proviennent aussi d'aides de l'Europe avec des produits de mauvaise qualité. Donc il y a vraiment un problème à la fois de qualité des produits, donc des problèmes de santé, mais aussi des producteurs qui sont pas rémunérés à leur juste valeur, et aussi un problème de dignité pour les personnes. Il faut savoir qu'il y a 52% des personnes qui auraient droit à l'aide alimentaire qui n'y vont pas. Soit parce qu'ils ne connaissent pas les dispositifs, soit pour des problèmes de dignité, parce qu'ils ont honte d'y aller. C'est pour ça que cette notion d'alimentation choisie est vraiment importante. Donc d'avoir des produits de qualité, mais surtout de pouvoir les choisir. Et c'est là qu'on a essayé de travailler à des projets qui permettaient de sortir de ça. Alors pour y sortir de manière profonde, il faudrait beaucoup de temps et vraiment un renversement des politiques publiques à ce niveau-là. Mais au moins, pour le moment, il y a vraiment des choses à faire. Alors attention, je précise juste que quand je dis ça, c'est vraiment une critique du système de l'aide alimentaire, mais absolument pas des associations qui font un travail formidable. Je pense au Restos du Cœur, au Secours Populaire, etc. Malgré tout, il y a à Montpellier un tissu associatif sur l'alimentaire assez présent, je crois. Oui, tout à fait. Oui, il y a de nombreuses associations qui font un travail incroyable et qu'on soutient, et il y a rien à dire là-dessus. Mais eux-mêmes sont victimes de ça. Dans un entretien que j'ai pu lire, vous parliez de bourbier alimentaire, la notion de bourbier alimentaire. D'abord, est-ce que c'est une expression que vous utilisez vous ? Est-ce que c'est dans l'écosystème de l'alimentation quelque chose qui est utilisé, et qu'est-ce que ça signifie ? C'est l'écosystème de l'alimentation, ça vient surtout de la recherche. On parle de désert alimentaire quand il n'y a rien, qu'on peut pas acheter de l'alimentation. Et on parle de bourbier alimentaire quand il y a des produits, mais uniquement des produits de mauvaise qualité. Il y a des quartiers entiers où on va trouver que des produits industriels ou ce qu'on appelle la junk food ou des choses comme ça. Et c'est là qu'on parle de bourbier alimentaire. Donc c'est une terminologie qui vient plutôt de la recherche et de ces études qui ont été faites.
D'accord. Donc, au plan institutionnel, du coup, compte tenu de ce constat, de ce diagnostic fait par des chercheurs, ce que vous constatez par votre travail de terrain, quelles sont les priorités que vous avez fixées? C'est quoi votre feuille de route quand vous êtes arrivé en fonction que vous avez fixée pour les 5 prochaines années? Alors, il y a le sujet de la restauration scolaire qui est un gros sujet, puisqu'on a 16 000 repas en gestion directe. Et là aussi, l'aspect de la solidarité est important, puisqu'il y a eu tout un travail sur la tarification sociale. Donc, et la feuille de route, c'est justement de la politique alimentaire, l'orienter sur la partie sociale et solidarité alimentaire. Ce qu'on appelle, nous, soit des nouvelles formes de solidarité alimentaire, soit l'alimentation solidaire qui se détache un peu de l'aide alimentaire classique dont j'ai parlé. Donc, c'est vraiment des choses nouvelles qui ont commencé à émerger très récemment, que depuis quelques années, et qui émergent aussi dans d'autres villes. Je pense à Lyon, à Marseille. Et tout ça est très récent. Et donc, ma feuille de route et la feuille de route que j'ai donnée au service, c'est de dire oui, l'alimentation de qualité, oui, les producteurs, les circuits courts, mais aussi au profit de la solidarité alimentaire. Oui, on va le voir, vous avez développé des projets vraiment très innovants, des expérimentations aussi, on va le décliner. Et vous parliez de d'autres villes, Lyon, Marseille, etc. Qu'est-ce qui est développé dans ces villes et est-ce que vous êtes en réseau avec ces villes pour faire avancer le sujet? Oui. Ou pas? Est-ce que c'est plus compliqué que ça? Oui, tout à fait. Alors moi-même, à titre personnel, j'ai créé un réseau d'élus à l'alimentation, alors plutôt de villes écologistes et de gauche avec des tendances politiques proches. Et aujourd'hui, on est une 50aine à être sur ce réseau. Donc j'ai créé un groupe WhatsApp où on échange énormément sur nos projets, sur ce qu'on fait, sur des données. Et ça nous permet à la fois d'échanger des expériences, mais aussi de se coordonner et de faire du plaidoyer au niveau national, puisque on a pu être amené à, soit on intervient dans des associations nationales, dans des réseaux nationaux pour construire des programmes, des projets, donc on est interrogé là-dessus. Donc ça, on le fait de manière collective, et aussi d'essayer de faire évoluer les lois au niveau national et au niveau européen. Ça a été reçu comment, cette volonté de créer un réseau? Pour l'instant, c'est informel, c'est intéressant. Informel. C'est un réseau informel. Après, on a des réseaux plus officiels, puisqu'on a aussi France Urbaine, on a... Vous avez des fonctions, d'ailleurs, je crois, à France Urbaine. Non. En tout cas, non, je pensais que vous étiez sur une commission. Alors oui, je suis sur la commission alimentation, mais j'ai pas de fonction particulière. Donc on a un certain nombre il y a des réseaux sur la restauration scolaire comme Agores, Restoco, donc il y a des réseaux officiels dans lesquels je suis, l'Association des maires de France, le Club des territoires porté par Un Plus Bio, il y a beaucoup de réseaux, et puis d'ailleurs c'est parfois comme ça qu'on se rencontre avec les autres collègues, mais ce réseau est informel et n'existe pas. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on a travaillé ensemble sur un projet de loi sur la sécurité de l'alimentation. Oui, la sécurité sociale de l'alimentation. Très intéressant. Est-ce que, si je reste un tout petit peu sur les autres villes en France équivalentes, est-ce que il y a des initiatives qui vous ont intéressé, que vous souhaiteriez développer derrière? Oui, si je pense à une initiative précise, peut-être je parlerai de celle de Strasbourg avec l'ordonnance verte, c'est-à-dire de donner aux femmes enceintes la possibilité d'accéder à un panier avec des produits bio, des produits paysans, donc à toutes les femmes enceintes, ce qui permet aussi d'enclencher quelque chose, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est très difficile de modifier les habitudes alimentaires. Alors, c'est un des un des enjeux aussi, c'est de faire évoluer les comportements alimentaires. C'est très, très dur de changer. Les moments où les gens changent, c'est lorsqu'il y a une modification profonde dans sa vie. Donc, l'arrivée d'un enfant, par exemple, un déménagement, un couple, une séparation, enfin voilà, quand c'est des problèmes de santé, des choses assez importantes. Et c'est là que les gens vont réfléchir à une alimentation différente. Donc on essaye de travailler là-dessus aussi, par exemple avec l'accueil des nouveaux arrivants à Montpellier. Mais je trouve que cette thématique sur les femmes enceintes qui touche tout le monde, donc il y a vraiment il y a aussi cette notion de mixité sociale. Je trouve ça très intéressant d'agir là, à ce moment-là. Ouais, tout à fait. C'est la ville de Strasbourg qui finance le projet, qui soutient. Tout à fait. Ouais. Ils financent des paniers. Je pourrais pas vous dire dans les détails, mais c'est alors après il y a des possibilités, par exemple pour les personnes en situation de précarité, de continuer un peu plus longtemps, mais en tout cas à l'origine, ça permet à toutes les femmes de bénéficier de ça.
On va revenir un petit peu à Montpellier et peut-être vraiment rentrer dans ce que vous portez. Quand on parle d'alimentation, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on parle quasiment tout de suite de restauration scolaire. C'est un vrai levier pour agir sur la solidarité et la qualité, sur les deux leviers. Vous avez fait le choix de remunicipaliser la gestion des cantines scolaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix et nous dire ce que ça implique ? Alors, c'était déjà une action municipale. Il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là, mais par contre, on tient beaucoup à une gestion directe, ce qui est assez rare pour des grandes villes. Il y a beaucoup de grandes villes qui sont en gestion concédée. Certains essayent de revenir en arrière. C'est assez compliqué. Nous, on est en gestion mixte actuellement, mais c'est vraiment pour une période temporaire, donc je vais pas rentrer dans les détails de ça, parce qu'on a un problème de taille de la cuisine centrale. Mais pour moi, c'est un service public à part entière qui ne peut pas être rentable, qu'on ne peut pas faire financer à hauteur de ce que ça nous coûte. Et pour moi, c'est un véritable service public très important. Il faut savoir que les gens le savent assez peu, ce n'est pas une compétence obligatoire. Bon, maintenant, ça paraît très compliqué de plus assurer cette compétence-là, et la plupart des communes l'assurent, mais c'est pas une compétence obligatoire. Donc, si on pense aux tarifs, nous, on a des tarifs quand même assez intéressants. Ceux qui gagnent bien leur vie râlent un peu parce qu'ils trouvent ça trop cher, mais quand on voit le service qu'il y a derrière, je pense que c'est pas... Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un peu des exemples concrets en termes de tarification? Quel choix vous avez fait? Ouais, là, on a fait un choix. Il y a eu une grosse réforme tarifaire. On a fait une comparaison aussi avec d'autres collectivités et on s'est rendu compte que nos tarifs les plus bas étaient assez élevés et que nos tarifs les plus hauts étaient assez bas. Donc, on a vraiment eu la volonté de réajuster ça. Et donc, on a baissé les tarifs pour 2/3 des familles. Pour 67% des familles, le tarif a baissé. Mais ça a augmenté pour 1/3. Donc, on est maintenant on a un tarif spécifique pour les familles vraiment en précarité, les femmes seules avec enfants à 50 centimes. Et après, ça s'échelonne jusqu'à 6,55 €. Donc, c'est vraiment on se base sur le quotient familial. Il n'y a pas de palier, c'est vraiment à la situation, au nombre d'enfants. Il y a aussi des tarifs spécifiques pour les enfants handicapés. Mais c'est vraiment la volonté de rendre accessible à tous les enfants, même les personnes en situation de précarité, à la cantine. Et il faut savoir que nous, ça nous coûte 12 €. Donc, si on prend vraiment la prise en charge, alors c'est pas le repas, c'est la prise en charge sur le temps scolaire, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que le repas. Oui, bien sûr. Les enfants sont aussi gardés, il y a aussi des activités, des animations, donc on prend en compte aussi les animateurs. Et si on prend en compte le repas, la fabrication des repas, la livraison et la prise en charge sur le temps scolaire, en tout, ça nous coûte 12 €. D'accord. Donc même ceux qui payent 6,55 € sont quand même subventionnés à hauteur de 45%. C'est subventionné entre 98% et 45%. Et donc, c'est un vrai choix budgétaire au niveau municipal, puisque vous le disiez, c'est pas rentable, donc c'est déficitaire. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous donner des ordres de grandeur sur le budget municipal, ce que ça... Alors sur le budget municipal, c'est compliqué de comparer. On est de l'ordre de 8 millions d'euros sur le budget municipal sur la politique alimentaire, qui n'est pas exclusivement sur la restauration scolaire, mais vraiment c'est une grosse partie. Et on a des recettes de l'ordre peut-être maintenant de 4 millions aujourd'hui. Donc effectivement, c'est quelque chose qui coûte de l'argent à la collectivité, mais pour moi c'est un service fondamental et bien sûr. Enfin, c'est de toute façon c'est un choix. Pour moi, c'est un service public et c'est un choix politique à la fois de maintenir, d'augmenter la qualité. Donc chaque année on augmente la qualité, ça nous coûte plus cher. On augmente les produits bio. Chaque année le budget est en évolution. Est en augmentation. Est en augmentation, ouais. Et en comparaison avec des fonctionnements, non pas en régie, mais en délégation, est-ce que vous avez comparé ces systèmes et est-ce que, en municipalisant comme ça, enfin en régie du moins, ça coûte plus cher? Alors, c'est difficile, je pourrais pas vous répondre comme ça parce qu'il y a tellement de situations et puis, donc, en gestion, on peut faire aussi, c'est plus compliqué, mais c'est possible aussi d'exiger de la qualité. Alors, il faut mettre un peu plus d'argent quand on est en gestion concédée, mais c'est vraiment les choix politiques. Je vois à Lyon ou à Marseille, ils ont fait des choix forts, même s'ils sont pas en gestion directe. Ils ont imposé à leurs prestataires un certain nombre de choses, que ce soit en termes de produits bio, de végétalisation. Sur les cahiers des charges, on peut quand même. Oui. Mais c'est vrai qu'on a moins la main quand même. C'est un peu plus compliqué. Donc nous, il y a à la fois on agit sur la qualité des produits bruts, des produits qu'on achète, mais c'est aussi en amont. Alors ça ils le font aussi, vous allez me dire à Lyon, mais c'est vraiment agir sur la structuration des filières, sur vraiment travailler
vraiment de la fourche à l'assiette sur en passant par la transformation alimentaire, d'où le marché d'intérêt national. Donc c'est vraiment une problématique globale à gérer. On peut pas le prendre juste par un petit bout. Donc c'est compliqué de comparer, de dire qu'est-ce qui serait plus cher ou moins cher. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas, quand on est en gestion directe, il n'y a pas d'argent qui part chez des actionnaires ou des choses comme ça. Donc on sait que tout l'argent va être investi. Après, je vous dis pas que c'est le modèle idéal, mais en tout cas, nous, de notre point de vue, c'est important de maîtriser ça. De maîtriser la totalité de la chaîne. Ouais. Donc là, on a parlé du tarif. Vous parliez des groupements d'achat que vous pouvez faire. Ouais. Est-ce qu'on peut aussi évoquer ça, c'est-à-dire très concrètement, quand vous êtes arrivé en 2020 et maintenant, qu'est-ce qui a évolué? Quel choix vous avez fait sur ces groupements d'achat et qu'est-ce que ça rapporte? Les choix forts qu'on a fait, j'ai eu la chance d'arriver où il y a déjà eu un gros travail fait par les services. Donc ça, je reconnais que il n'y avait pas forcément la volonté politique sur le précédent mandat, mais par contre, les services avaient déjà travaillé à beaucoup de choses, à structurer des filières, par exemple le pain, etc. Il y avait quand même des choses importantes. Mais il y a eu une volonté politique forte, donc ça nous a permis d'accélérer ça, de mettre plus de moyens, d'augmenter les budgets, donc notamment pour les produits bio, une volonté sur la tarification sociale et une volonté aussi sur la végétalisation des assiettes, même s'il y avait déjà une tendance qui était là. Mais on a proposé une option quotidienne végétarienne. On est aujourd'hui à 2 repas végétariens par semaine. Et la structuration des filières, on l'a très fortement accélérée et on a retravaillé sur chaque produit. Ça demande beaucoup de travail, en fait. Ça demande de séparer, puisqu'on est obligé de passer en marché public, on est une grosse collectivité, de séparer en petits lots pour pouvoir faire travailler les producteurs locaux et les producteurs par exemple, si on fait un lot fruits, on peut avoir qu'un gros groupement qui répond. Si on fait un lot pommes ou un lot tomates, on peut avoir le producteur de pommes ou de tomates qui peut répondre. Donc tout ça est un travail très très fin avec les producteurs. On est aujourd'hui à plus de 100 lots. Donc c'est, d'un point de vue administratif, c'est lourd. Extrêmement lourd, ouais. Voilà. Bien sûr, parce que ça démultiplie. Mais ça vaut le coup, c'est ça qui nous permet de travailler avec des productions locales. Au niveau de la cuisine centrale, comment vous avez une cuisine centrale? Oui. Comment ça fonctionne? Alors, c'est-à-dire comment ça fonctionne? D'abord, est-ce qu'elle était en place quand vous êtes arrivé? Oui, il y avait déjà une cuisine centrale qui était vieillissante, elle a plus de 40 ans maintenant, donc il y avait déjà un projet dans les tuyaux de changer la cuisine centrale. Quand on arrivé, on avait une volonté vraiment de rapprocher les cuisiniers des enfants, d'avoir quelque chose pour plus de proximité plutôt qu'une cuisine centrale. On a fait une étude. Je vais aller relativement vite parce que ça a été compliqué. On a fait une étude, on s'est rendu compte que d'un point de vue de la faisabilité, c'était vraiment compliqué de faire plusieurs unités de production. Déjà, il fallait trouver le foncier. Ça rendait compliqué aussi la livraison par les producteurs. Plutôt que de livrer à un endroit, ils auraient dû livrer à plusieurs endroits. C'était des coûts assez importants et on restait quand même dans des grosses unités de production de plus de 5000 repas. Donc, pour nous, c'était pas forcément si intéressant que ça. Enfin, de toute façon, c'était absolument pas faisable, même d'un point de vue, si on prend même d'un point de vue des terrains, on les avait pas de toute façon. On a étudié la possibilité aussi de remettre des cuisines dans les écoles, ça c'était pas possible pour 2/3 des écoles, c'était absolument pas possible. Donc on a fait le choix de partir sur une nouvelle unité de production, mais en fait ça a été un projet global qui s'appelle la Cité de l'alimentation. Pour l'objectif politique reste le même, c'est-à-dire avoir des produits de qualité, avoir la proximité, toute une approche pédagogique qu'on va faire d'une autre manière. C'est-à-dire on va construire une nouvelle cuisine centrale, mais dans cette cuisine centrale qui sera très innovante, il y aura un jardin pédagogique, il y aura des cours de cuisine pour les enfants, il y aura une légumerie, une mûrisserie, un espace d'affinage pour les fromages. C'est-à-dire qu'on fait plutôt venir les enfants à la cuisine centrale, en fait, ça. Pour des activités pédagogiques avec... C'est ça, entre autres, mais pas que, une pâtisserie aussi, mais pas que. Donc on va faire venir les enfants à la cuisine centrale. On a configuré pour qu'ils puissent visiter sur des espaces extérieurs, etc. Vraiment faire ce lien avec les enfants à la cuisine centrale pour qu'ils comprennent comment sont fabriqués les repas. Et même si on est sur un volume important, la cuisine peut rester quand même de manière traditionnelle, de manière artisanale. C'est pas parce qu'il y a... C'est vrai qu'on a souvent cette image des grosses unités de production qui font pas de la qualité.
Mais c'est pas ça, c'est vraiment les équipements, la volonté politique. On peut avoir des tout petites cuisines dans des villages qui font pas de la qualité aussi. Donc bien sûr. C'est plus compliqué, je vous cache pas que c'est plus compliqué quand on est sur des gros volumes, mais c'est tout à fait possible et on a décidé de mettre les investissements et d'y mettre les moyens. On est sur un projet de 60 millions d'euros, donc c'est vraiment énorme. Et en plus de ça, l'idée c'est aussi de se rapprocher des enfants par un camion pédagogique qui irait dans les écoles, par des maisons d'alimentation solidaire, par des actions dans les écoles et faire venir les cuisiniers dans les écoles. Donc on a vraiment construit faire des potagers dans les écoles. On a vraiment construit un écosystème. Voilà, un projet global et qui n'est pas juste faire une cuisine centrale, ce qui était dans les tuyaux précédemment. Et là, l'unité de production, cette unité de production là, elle sera créée quand ? Alors, elle sera là, donc le projet est déjà en route. Il faut savoir que c'est long, des projets de cet ordre-là. On l'a commencé en 2020. Il sortira totalement de terre en 2028. Donc, même après le mandat, je suis pas sûre de l'inaugurer. On vous le souhaite. Ouais. Comment ça se traduit au niveau, vous parliez beaucoup de pédagogie, en direction des enfants. Comment vous arrivez à embarquer les agents, soit municipaux qui interviennent dans les villes, soit le personnel éducatif, les enseignants, à votre projet de cité de l'alimentation. Ouais. Alors c'est une des parties les plus difficiles, surtout le personnel qui est dans les écoles. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de monde, on est à 1300 agents, avec un turnover assez important, avec des conditions qui sont pas toujours simples. Donc embarquer ces gens-là, on y arrive, mais c'est compliqué, surtout à grande échelle. Donc j'essaye de passer par de la formation. J'essaye de les valoriser, d'aller beaucoup sur place. Je vais beaucoup manger dans les restaurants scolaires avec les parents d'élèves pour montrer aussi aux parents d'élèves. Et à chaque fois, j'invite les directeurs et directrices d'école. Et donc, ça passe par là. Après, les enseignants, j'ai aussi réussi à les embarquer sur des projets autour de l'alimentation. Et notamment, le projet de camion cuisine pédagogique, on a mis des enseignants autour de la table. Et là, tout récemment, c'est un projet qui va sortir de terre très prochainement. On a travaillé sur des kits pédagogiques pour les enseignants et fait par les enseignants. Donc il y a 2 enseignantes qui sont fortement mobilisées et je les remercie vraiment si elles écoutent ce podcast. Vraiment, j'en profite pour les remercier beaucoup parce qu'elles ont fait ça sur du temps bénévole et elles ont construit ce kit pédagogique avec des recettes de cuisine en lien avec les potagers, en lien avec la saison. Donc elles ont créé 4 recettes par saison, donc 16 recettes en tout, avec le cuisinier de la cuisine centrale, avec la qualiticienne, et avec des conseils pédagogiques. Des conseils de à quel moment il faut planter, des conseils de comment ça peut rentrer dans le programme. Et c'est ça qui est intéressant pour les enseignants. Parce que parfois, les enseignants nous disent « Ah, mais le jardin, j'ai pas le temps, ça vient en plus. » Nous, on essaye de leur expliquer que c'est un support pédagogique parmi l'autre, et qu'avec un jardin et qu'avec l'alimentation, on peut aborder toutes les matières. Et donc, il faut qu'ils s'en saisissent. Donc ça fonctionne plutôt bien et ça c'est plutôt une réussite. Le camion est déjà en... Non, le camion il est pas encore en vise 2025, mais on a des difficultés actuellement, mais en tout cas il est en projet. D'accord. C'est un camion électrique, j'imagine. Alors pas forcément parce qu'on était sur un volume assez grand, mais voilà, il sera le plus résilient possible en tout cas. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir ensuite la réalité. Voilà, on a les intentions et les convictions et les trajectoires qu'on met en place. Et puis après, il y a la faisabilité réelle et il faut adapter tout ça. C'est intéressant en termes de faire comprendre la complexité de l'action publique. Voilà, on est là. Alors, on va peut-être aborder le volet solidarité de l'alimentation, puisque on l'a dit, c'est très présent dans vos priorités. À Montpellier, vous soutenez fortement l'écosystème du secteur alimentaire solidaire, le tissu associatif, et il y a 2 projets en cours qui sont vraiment très intéressants qu'on va détailler. D'abord, c'est la création d'une maison d'alimentation solidaire. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet ? Oui, alors c'était un des projets justement qu'on avait dans le projet global de Cité de l'alimentation, mais c'est un projet qui a émergé de plusieurs manières. C'est quelque chose qu'on avait déjà dans le programme aux élections en 2020, mais c'est un projet qui a émergé aussi du secteur de la recherche. À l'époque, pour travailler sur le programme, j'avais aussi mis des acteurs locaux autour de la table. C'est comme ça que cette idée-là a émergé. Et parallèlement, voilà, il y a plusieurs secteurs, le secteur associatif, le secteur de la recherche. Moi, d'un point de vue politique, tout ça a convergé vers une idée, c'est-à-dire d'avoir des lieux, des endroits où c'est pas que des lieux ressources, c'est aussi un lieu ressource sur l'alimentation, mais c'est un lieu où on vit l'alimentation de manière très concrète,
avec la possibilité d'acheter des produits, donc par des épiceries solidaires, des groupements d'achat, un lieu où on peut manger via un restaurant, une cantine ou un restaurant avec différentes tarifications, mais aussi un lieu où on peut venir cuisiner, soit pour faire des ateliers cuisine, soit pour apprendre, soit tout simplement pour cuisiner des plats pour la semaine. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de cuisine chez eux, tout simplement parce qu'ils dorment à l'hôtel, ou parce que c'est trop petit, ou parce qu'ils sont à la rue. Donc offrir une cuisine aux habitants pour la cuisine de manière qui a un aspect central au sens propre comme au sens figuré, avec valoriser le produit brut, valoriser les produits de bonne qualité. Et donc cet espace-là, avec une gouvernance participative, l'importance de ce lieu-là, aussi on le souhaite mix, c'est-à-dire qu'il y a une mixité à la fois sociale et générationnelle, ce qui est pas simple. Ça c'est une vraie difficulté, un vrai enjeu qui est que ce mélange des publics qui sont pas forcément habitués à se fréquenter, des personnes qui sont en situation de précarité alimentaire, mais pas que. Et c'est ce qu'ils arrivent à faire. Il y a une association qui fait ça à Montpellier qui s'appelle l'Esperluette. Et eux aussi sont venus nous voir, ça a aussi convergé dans les lieux, donc c'est dans le quartier de Selle-Neuve, ils sont venus nous voir en disant nous on a un lieu qui est trop petit. C'est pour ça qu'on a priorisé sur Selle-Neuve et qu'on a acheté une maison. La ville a acheté la maison pour la mettre à disposition des associations. Là, on va la mettre à disposition de l'Esperluette, d'une autre association qui s'appelle VRAC Ecocinas, et de la Caisse alimentaire commune pour qu'ils fassent vivre ce lieu. Donc ça réunira les salariés de ces 3 associations. Déjà, il y a une quinzaine de salariés qui seront sur le site, donc il y aura des bureaux, salles de réunion, mais aussi une petite cafétéria, une épicerie solidaire, un restaurant et une cuisine. On en est où de la mise en œuvre du projet là ? Là, les plans viennent d'être finalisés. On a fait un gros travail là depuis plusieurs mois avec les associations, mais aussi avec les habitants. C'est un espace de combien de mètres carrés ? On est sur environ 400 mètres carrés, avec 77 mètres carrés de terrasse. Et non, un peu plus petit, c'est pas tout à fait 400 mètres carrés, c'est plutôt dans les 350 mètres carrés. Et ce projet va être présenté au public et à la presse là prochainement le 23 novembre. Donc c'est vraiment tout frais. Les travaux vont démarrer officiellement au mois de janvier, peut-être que ça commencera un peu avant. Il y aura des travaux de janvier 2025 à janvier 2026. Donc une livraison début 2026. C'est ça. D'accord. Et donc une gestion municipale, ça veut dire des conventions avec les associations pour gérer le lieu. Oui, alors ce sera une gestion associative. En fait, la ville met à disposition le lieu, c'est la ville qui va faire les travaux et qui va mettre à disposition le lieu pour gérer cet espace. En lien avec le marché, il y a un marché sur place aussi. Et avec tous les acteurs de quartier de l'alimentation. Donc il y a un gros travail, un gros diagnostic qui a été fait dans le quartier. L'idée, c'est aussi que certains ne voient pas ça comme une concurrence déloyale. Donc il y a aussi tout le travail qui a été fait avec les commerçants sur place. Et du point de vue des habitants, est-ce que vous savez comment s'est reçu ce projet ? Alors c'est bien reçu, oui. On a fait beaucoup d'échanges avec eux. Il y a des inquiétudes qu'on essaye de désamorcer. Pour les habitants, ça va être de l'ordre d'attirer une population, d'avoir des gens sur la voie publique, soit en précarité, soit qui seront alcoolisés ou des choses comme ça. Donc ils ont peur de l'ambiance que ça peut donner autour de ce lieu. Ça, c'est des craintes. Et après, certaines associations ou certains organismes de se dire que ça va être quelque chose d'un peu central et que ça va peut-être faire de l'ombre à d'autres associations où on a Oui, donc il y a beaucoup de dialogue pour essayer de rassurer et de démontrer peut-être que le projet... L'idée, c'est qu'il serve à tout le monde aussi, que ce soit un lieu de quartier, ce sera pas forcément 100% alimentation, il peut y avoir des permanences ou il peut être utilisé par d'autres associations ou d'autres organismes. De travailler avec les écoles aussi, de travailler avec la Maison pour tous qui est à côté, de travailler avec le cinéma, enfin de travailler avec tout cet écosystème. Le programme n'est pas totalement encore, j'imagine, figé, des activités ou non, ça c'est en construction, en construction. Donc après, la crainte aussi des habitants, c'est ça, c'est que ce soit un lieu qui attire que des gens en précarité, ou alors à l'inverse que ce soit un lieu bobo qui soit un peu déconnecté. Donc vraiment l'idée c'est que ce soit ni l'un ni l'autre et que ce soit un lieu de vie où tout le monde puisse se sentir à l'aise. Vous avez quand même une projection sur le niveau de fréquentation ou pas du tout ?
Vous imaginez que ce lieu va être investi à quelle intensité? Oui, on pense qu'il y a déjà aujourd'hui le lieu de l'Esperluette qui est déjà, quand ils font leur café tapas le vendredi soir, il peut déjà y avoir une 50aine de personnes. Donc on sait qu'en soirée, ça peut monter jusqu'à 70, peut-être 80 personnes sur des événements particuliers, sur des soirées. Et puis après, le restaurant, il pourra pas fonctionner toute la semaine, mais là, ils sont en train justement de le caler, de voir, ça fonctionne aussi beaucoup sur du bénévolat. Donc il y aura une fréquentation importante. J'ai plus les chiffres sur le restaurant, mais en tout cas sur les soirées, oui, on peut monter. Et vous savez s'il y a d'autres projets similaires comme ça en France pour se projeter? Oui. Il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs à Lyon. On a fait toute une visite à Lyon avec plusieurs, notamment un qui s'appelle La Messa. Et après, ils ont des lieux comme ça. Et nous, la volonté, c'est d'en déployer dans toute la ville aussi. Là, c'est un peu un projet phare. Ce sera aussi le siège de la caisse alimentaire commune, donc le comité citoyen qui n'a pas de lieu aujourd'hui pourra se mettre là. Donc c'est un lieu qu'on veut exemplaire et un peu pilote, mais on a 5 projets qui sont aussi dans les tuyaux et sur la ville de Montpellier. Avec un portage foncier de la mairie? Non, pas systématiquement. D'accord. Il y a différents modèles. Il y en a où c'est la mairie parce qu'il y a une maison pour tous, et après d'autres pas forcément. Donc un appui fort de la mairie, mais aussi dans la mise en relation. Des montages différents en fonction des projets. Ouais, tout à fait. Alors vous parliez de la caisse alimentaire, on va du coup vraiment en parler. C'est une expérimentation vraiment intéressante, audacieuse, parmi tout l'écosystème des villes qui travaillent sur l'alimentaire. Vous apparaissez, Montpellier apparaît vraiment comme pionnière un peu sur cette expérimentation, très en avance. Voilà, donc vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un modèle qui fonctionne sur le modèle de la sécurité sociale. Voilà, là je pense qu'il faut un petit peu d'explication sur comment ça marche exactement. Est-ce que vous pouvez nous décrire ça? Oui, alors ça a été inspiré il y a un collectif qui s'appelle Sécurité sociale de l'alimentation, donc ça a été inspiré de cette idée d'origine, qui est lui-même inspiré de la sécurité sociale, qui a été mis en œuvre un collectif en 45. National. Un collectif national, tout à fait. Et à Montpellier, ils ont pu bénéficier d'un financement et d'un programme qui s'appelle Territoire à vivre, qui existe également à Lyon, à Marseille et à Toulouse. Et en fait, c'est un consortium d'acteurs. C'est important de préciser que c'est pas la ville qui pilote ça, mais on est très fortement partie prenante dans un collectif de 25 structures. Alors c'est piloté, les 2 animateurs sont issus d'associations, du CIVAM et de VRAC Ecosina. Mais on est un consortium de 25 structures avec des collectivités, la ville et la métropole, mais aussi et surtout des associations et aussi des entreprises comme la Cagette, le supermarché coopératif, ou le Mine, qui est une société d'économie mixte, et des associations qui sont issues de l'éducation populaire, du milieu agricole, des solidarités alimentaires qui ont construit ce projet. Et pour eux, le plus important, c'était ce projet Territoire à vivre a débouché sur ça, sur cette caisse alimentaire commune, qui est gérée par un comité citoyen de 61 personnes qui sont des membres de la société civile, des citoyens, dont la moitié qui sont en situation de précarité. Pour nous, c'était important d'avoir des gens qui vivent la précarité, qui pilotent ce dispositif. Donc il y avait un cadre général, mais en fait, on leur a laissé vraiment carte blanche pour... c'est ce comité citoyen qui choisit les lieux qui vont être conventionnés. En fait, le principe, c'est chaque participant, aujourd'hui on a une expérimentation sur 400 personnes, chaque participant touche 100 euros par mois, qu'ils doivent dépenser dans des lieux qui sont conventionnés. Donc identifiés comme étant qualitatifs. En contrepartie d'une cotisation. Et ils cotisent à hauteur de leurs moyens, qui va entre 1 euro et ça peut aller jusqu'à 250 euros. Donc il y a une cotisation et ils reçoivent ces 100 euros. Au-delà de ça, il y a tout un tas d'activités aussi, des ateliers cuisine, des événements, il y a tout un accompagnement qui est fait autour de ça, mais vraiment le principe de base, c'est de bénéficier de 100 euros pour pouvoir acheter des produits qualitatifs. Et en fait, ça permet aussi, parce qu'au-delà de l'aspect financier, si des personnes ne vont pas acheter des produits qualitatifs, c'est pour des aspects financiers évidemment, mais pas que. C'est aussi des freins culturels, des freins cultuels. Enfin voilà, de se dire est-ce que je vais à tel endroit, est-ce que j'achète tel produit. Je me sens pas forcément à l'aise d'aller sur le marché de producteurs ou d'aller à la Biocoop parce que c'est pas mon monde, tout simplement. Donc là, ça permet aussi de pousser les gens à aller ça et de pas stigmatiser les personnes. C'est-à-dire quand ils viennent dans un magasin avec leurs 100 euros,
le commerçant ne sait pas si c'est quelqu'un qui est en situation de précarité ou pas. Donc ça casse un peu les codes de l'aide alimentaire où forcément quand on y va, on est en situation de précarité. Comment vous avez sélectionné les 400 participants ? Les premiers ont été les membres des différentes associations parties prenantes. On a travaillé avec le CCAS pour aller chercher spécifiquement des personnes en situation de précarité. Et ça a été les membres fondateurs, le comité citoyen. Eux-mêmes, tous les membres du comité citoyen sont eux-mêmes expérimentateurs. Et après, on a fait un appel à volontariat et on a fait du tirage au sort. On a retenu 2 critères qui sont le niveau de revenu et l'âge pour qu'il y ait une forme de mixité. Et on a fait du tirage au sort pour retenir les 400 personnes. Est-ce que vous voyez régulièrement ces 400 personnes ? Est-ce qu'il y a des temps d'échange en dehors du dispositif, comme sous la forme de retour d'expérience ? Oui, il y a des temps qui leur sont dédiés. Alors honnêtement, on n'a jamais réussi à les avoir tous forcément, mais c'est pas forcément des moments où ils vont forcément se mobiliser, mais on a des temps d'échange. Oui, on a prévu plusieurs temps. Est-ce qu'il y a des choses déjà qui ressortent de cette expérimentation, des avantages, des inconvénients, c'est quoi le ressenti, le vécu en fait ? Les premiers retours sont vraiment extrêmement positifs. Pour certains, ça a vraiment été... pour certains, ça leur a carrément redonné le goût à la vie, le goût à manger. Il y a eu des témoignages incroyables du style je me suis remise à manger. C'est-à-dire que j'ai pu inviter des gens chez moi, j'ai pu faire des asperges pour ma fille. Enfin, ils l'identifient plutôt comme des produits un peu de luxe de leur point de vue et pour se faire plaisir. Et en fait, on sait que ça a un effet très positif, notamment au niveau de la santé, de la santé mentale. Il y a certaines personnes qui nous ont fait ces témoignages en disant « Moi, j'ai l'impression de me faire du bien avec ces produits, donc du coup, je me sens mieux ». Beaucoup de produits bio, on a fait une première évaluation, on sait qu'il y a 82% des produits qui sont bio avec ces achats-là. Oui, vous n'avez pas donné peut-être le nombre de sites, enfin en tout cas de lieux conventionnés. On est sur une quarantaine de sites maintenant, dont 35 qui sont des producteurs en direct. Il y a des marchés de producteurs ou une boutique paysanne ou des producteurs en direct. Là, c'est peut-être la partie la plus difficile parce qu'on a plus de mal avec les producteurs en direct. Et pourquoi ? Les retours qui nous ont été faits, c'est aussi d'un point de vue pratique. C'est-à-dire que les gens vont là où ils peuvent acheter tout. Donc, d'aller chez les producteurs, ça demande un peu plus de contraintes horaires aussi. Le marché de producteurs, il est là qu'une fois par semaine. Il n'y a pas forcément tous les produits. Donc, c'est vrai que les lieux qui marchent le plus, c'est le supermarché coopératif et la Biocoop. Parce que c'est un endroit où on peut trouver tous les produits. C'est pour ça qu'on s'interroge aussi sur ça, sur l'aspect pratique, sur comment réussir à changer les habitudes alimentaires et retravailler sur ce qu'on appelle les paysages alimentaires, c'est-à-dire avoir des lieux accessibles dans tous les quartiers. Donc vous travaillez sur le maillage très fin par quartier. Ouais, c'est ça. On a fait des expérimentations sur certains quartiers en disant qu'est-ce qui manque et on va essayer d'implanter une épicerie ou des commerces de proximité dans des quartiers en particulier. C'est un collectif, vous l'avez dit, mais la ville est très mobilisée. Est-ce que votre souhait, c'est de généraliser ce dispositif à l'issue de l'expérimentation ou pas, forcément ? Oui, moi j'aimerais bien. Alors là, du coup, ça va se faire au niveau national et j'ai participé à un groupe de travail d'un projet de loi qui a été déposé là très très récemment par un député qui s'appelle Charles Fournier, un député écologiste, mais qui a été signé par d'autres députés du Nouveau Front Populaire. Et l'idée, c'est de passer d'abord par une phase d'expérimentation. C'est un projet de loi d'expérimentation à des projets de sécurité sociale d'alimentation dans tous les territoires. Et l'idée, c'est à terme d'aller sur une véritable loi de sécurité sociale comme la sécurité sociale en 45. Ça, on sait que ça va pas être pour tout de suite, que ça va prendre du temps. Mais moi, mon souhait, il est là parce que je suis persuadée que c'est efficace, que ça fonctionne et que c'est la seule manière pour les personnes de sortir de la précarité. Et de résoudre aussi ce problème de que ce soit accessible pour les personnes, mais que ce soit rémunérateur pour les producteurs. Parce que souvent, on n'en parle pas de ça. On veut que ce soit le moins cher possible pour les personnes, mais derrière, il faut que les producteurs puissent vivre de leur activité. Donc, mon souhait, c'est de généraliser. Ça va prendre des années, mais bien oui, sûr. Que ce soit généralisé, c'est un souhait. Alors, j'ai testé cette idée qui est assez peu connue du grand public. J'étais assez surprise de la réticence de certaines personnes. Je ne sais pas si vous avez une explication mais j'étais vraiment très surprise parce que c'est un dispositif de solidarité. La sécurité sociale, personne n'envisage une seule seconde, évidemment,
de passer à un autre système. Pourquoi, sur la question de l'alimentaire, il y a une réticence? Alors, j'ai testé que quelques personnes, bien sûr. Oui, c'est vrai que j'ai entendu ça aussi. Plus, moi, ce que j'ai entendu, c'est plus qu'ils ont du mal à y croire, hein, parce qu'ils disent, mais la sécurité sociale, tout le monde n'est pas malade, alors que là, tout le monde mange. Et de se dire, ça va coûter très cher, on n'a pas forcément les possibilités aussi d'avoir des producteurs agricoles ou des commerces qualitatifs, on n'en a pas suffisamment. Effectivement, si ça devait être pour toute la population, mais l'idée, c'est d'amorcer quelque chose et d'aller vers quelque chose de plus positif. Il est difficilement compréhensible aussi, il est compliqué à expliquer très rapidement, donc il y a besoin de se poser un peu. Mais après, oui, on a les deux. On a des personnes qui sont réticentes et on a des gens qui sont très emballés. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que tous ceux qui l'ont vécu sont vraiment très positifs vis-à-vis de ce dispositif. Ouais, c'est souvent certainement un problème de pédagogie. Et en parlant donc de pédagogie, on peut peut-être évoquer les projets d'agriculture urbaine que vous développez, puisque le levier de ces projets d'agriculture urbaine, souvent, c'est la question de la pédagogie, de la citoyenneté autour des questions alimentaires. Qu'est-ce que vous développez à Montpellier comme projet? Alors, les principaux, on a beaucoup de projets, mais on va dire les principaux, c'est les jardins partagés et les jardins familiaux et les potagers dans les écoles. L'idée, c'est de permettre aux gens de pouvoir expérimenter eux-mêmes le retour à la terre, de pouvoir cultiver leur production. Ça a plus vocation pédagogique que nourricière. Parce que honnêtement, même si dans les jardins familiaux, il y a certains qui se débrouillent bien, qui arrivent vraiment à nourrir leur famille avec ça, mais bon, faut déjà une certaine compétence. Donc c'est plutôt, nous, notre objectif de se rendre compte que l'agriculture, déjà, c'est quelque chose qui est pas simple, de rappeler le rythme des saisons, de prendre soin de la nature, de prendre soin de l'alimentation, des produits alimentaires. Et ça fonctionne plutôt bien d'un point de vue pédagogique. Donc il y a les deux systèmes. Les jardins familiaux, c'est des personnes qui louent à la ville un terrain de entre 50 et 120 mètres carrés. Et les jardins partagés, c'est, comme son nom l'indique, plus partagé. On conventionne avec une association. La ville met à disposition un terrain et c'est une association qui gère avec des habitants et qui jardine de manière collective. Pareil, c'est un système de location. Non, là c'est mis à disposition. Alors ils adhèrent à l'association, mais c'est pas de la location. Alors certains font des petites parcelles individuelles, mais c'est l'association qui s'organise. Et la ville finance aussi des ateliers pédagogiques avec des associations qui vont expliquer, plutôt sur l'aspect technique ou. Et sur le tarif en jardins familiaux, est-ce que vous pouvez donner une idée du tarif annuel? On est sur 1 euro, un tout petit peu plus d'1 euro maintenant, on va être 1,10 € par mètre carré et par an. Et par an. Donc, oui, donc c'est rien du tout. 150 euros au maximum. Ouais, tout à fait. D'accord, toujours cette volonté effectivement de solidarité et d'équité. Pardonnez-moi, juste une dernière question sur l'agriculture urbaine. Est-ce que ce sont des projets vous arrivez à mailler tout le territoire sur ces projets comme ça ou Il en manque un peu. Là, on est aujourd'hui à 34 jardins partagés. On est à 300 parcelles de jardins familiaux sur 4 sites. On a encore des endroits où, il y a des jardins sur toute la ville, mais il y a encore des endroits où il va y avoir des manques. Mais finalement, la chose la plus difficile, c'est de trouver les collectifs pour s'en occuper plus que le terrain. Donc, il y a des listes d'attente encore ou pas? Sur les jardins familiaux, il y a des listes d'attente, et sur les jardins partagés, non. Pour l'instant, on a réussi à répondre. On a 4 projets qui sont dans les tuyaux, 3 projets qui sont dans les tuyaux. Mais on arrive à peu près à y répondre. Mais par contre, sur l'aspect collectif, c'est parfois compliqué. On a un jardin, par exemple, où il y a plus de bénévoles et on n'arrive pas à trouver des bénévoles pour s'en occuper. Donc ça nous interroge aussi. On va aussi faire un travail là-dessus pour voir de quelle manière on pourrait animer, de quelle manière on pourrait les aider. Donc là, on va travailler là-dessus. Oui, retravailler sur les montages. C'est vrai que la question du bénévolat est un peu en difficulté, quel que soit le secteur, dans les associations. Alors, une action forte en matière alimentaire, ça doit être aussi relayé par une production locale pour être efficace, bien sûr. Sinon, et c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est un écosystème et c'est vraiment d'un bout à l'autre de la chaîne qu'il faut agir. Alors, Montpellier est une ville fortement artificialisée au niveau des sols. C'est une histoire, beaucoup de fonciers ont été artificialisés, mais ça a gardé un lien vraiment fort avec l'agriculture. Près de 350 hectares de zones agricoles sont encore délimités dans le PLU. Oui.
Donc, comment le secteur agricole local contribue à la politique alimentaire de la ville? Comment vous les mobilisez? Vraiment, comment ça se passe? C'est pas une action en direction des citoyens, c'est vraiment des opérateurs économiques qui ont des contraintes spécifiques. Quelle est la forme de la mobilisation que vous avez en direction des agriculteurs? Oui, alors là, on a pas mal d'actions. Alors ça va relever plutôt de la métropole que de la ville. Donc là, c'est plutôt ma collègue Isabelle Touzard qui pourrait détailler toutes les actions, mais je vais vous en dire 2 mots. Sur la production agricole, en tout cas, si on veut alimenter une ville ou alimenter les cantines, c'est pas à l'échelle ni municipale ni même métropolitaine que ça se fait. Ce qui n'empêche pas que c'est vraiment important et on se bat pour ça, pour garder la production locale, garder les choses les plus proches possibles. Mais en fait, pour alimenter la métropole, il faudrait plus que tout le département de l'Hérault. Donc de toute façon, on sait qu'on ne pourra pas être autonome à l'échelle de la métropole ou même de la ville. Donc après, pour travailler avec eux, ça passe par beaucoup de choses. Mais par exemple, si je prends l'exemple des cantines, on va travailler avec des producteurs. Là, on a un programme qui s'appelle FIBANI pour travailler avec les filières à bas niveau d'impact, c'est-à-dire qui sont peu utilisatrices d'eau, qui sont des légumineuses, donc comme par exemple des pois chiches, des lentilles. Là, on va travailler. On a travaillé avec des producteurs qui sont sur Villeneuve-les-Maguelones, donc juste à côté de Montpellier, et on travaille toute la filière pour de la production, de voir à quel endroit ça peut être transformé, comment ça arrive à la cuisine centrale. Donc ça va être ce type d'exemple de travail par la politique de la demande, c'est-à-dire que c'est les demandes des collectivités de dire nous on achète de la production locale, ce qui est pas simple puisque dans les marchés publics on n'a pas l'autorisation de mettre production locale. C'est une réglementation européenne qui nous empêche de préciser la localisation. Donc on trouve d'autres manières pour avoir de la production locale, mais c'est assez complexe. Donc ça va être par exemple de cette manière-là, ou avec la caisse alimentaire commune, ou des systèmes qui permettent de dire voilà, on a une offre, on a une demande locale de produits de qualité, de produits bio, et on va s'y prendre de cette manière. Après on va acheter, on achète des terrains, on va mettre là par exemple, on a l'agriparc des Bouisses où on a préservé plus de 100 hectares, 130 hectares ont été préservés. Ce sera pas 100% à vocation agricole, mais il y aura de la vocation agricole sur une partie qui sera soit achetée par la ville, soit sur le domaine privé. Et en tout cas, on va sans doute faire des appels à projets. Ça, c'est pas encore défini, mais ça peut se passer de cette manière-là. Est-ce que les agriculteurs locaux sont réceptifs pour passer à des modes de production moins intensifs, mais peut-être plus extensifs? On parle beaucoup d'agroécologie, oui. etc., toutes les filières bio. Quelle est la situation à Montpellier? Elle est difficile. C'est plus simple, en fait, en première installation avec des gens qui ont cette volonté de s'installer en bio. Les conversions, il y en a, bien sûr, mais c'est compliqué. Et là, il y a une grosse crise du bio avec des baisses d'achat et donc même des gens qui sont presque, on l'a pas encore forcément observé sur Montpellier, mais des gens qui pourraient avoir tendance à vouloir revenir en arrière de la production bio. Donc on va favoriser les pratiques agroécologiques, mais c'est difficile d'avoir des prises assez fortes là-dessus. Et quel est le problème quel est le frein majeur? Est-ce que Ça nécessite un accompagnement et puis des fois ils ont pas forcément les compétences, c'est des problèmes de rentabilité, c'est des problèmes il y a tout un tas de facteurs qui peuvent Oui, Nous, on essaye d'orienter, c'est pour ça que pour nous, l'orientation politique, et j'ai vraiment fait cet affichage, et dans tous les menus, on dit voilà, en 2026, on voulait arriver à 100% de bio ou local ou de produits de qualité. Donc on affiche ça, et moi, c'est le message que je dis à tous les producteurs ou aux organisations professionnelles. On dit de toute façon, il y a nous, mais il y a aussi d'autres collectivités, donc c'est une trajectoire qu'il faut entendre. Néanmoins, la conversion, elle est très difficile si on n'accompagne pas, s'il n'y a pas des financements. Aujourd'hui, les financements européens sont très injustes par rapport à ça, puisqu'ils financent la parcelle plutôt que le travail. Donc voilà, il y a tout un système qu'il faudrait revoir et qui ne repose pas uniquement sur les collectivités territoriales. Le secteur agricole, est-ce que vous pensez qu'on fait machine arrière en ce moment? Au niveau national et européen, oui. Clairement. Oui, clairement. Oui.
Ça va quand même poser quelques difficultés après dans l'application territoriale, hein, puis vous avez une vraie volonté de faire avancer les choses. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'allez pas être bloqué par... C'est ça, quand on a vu le plan Éco-Phyto qui est remis en cause, là, moi, je suis très inquiète par le nouvel gouvernement qui est en place. Honnêtement, j'ai pas beaucoup d'espoir pour que ça aille dans le bon sens. C'est pour ça qu'au niveau local, on peut le faire, c'est compliqué sans le national et sans l'européen, mais aujourd'hui, effectivement, ça ne va pas dans le bon sens. Pour finir, on va parler du rôle important du MIN de Montpellier pour lequel vous êtes présidente. Donc vous dites, je vous cite quand vous parlez du MIN, pour nous, les choses sont claires, le MIN est un outil au service de la transition écologique, de la promotion des circuits courts et de la souveraineté alimentaire à l'échelle de Montpellier et de sa métropole. Donc on va parler de ça, vous allez nous expliquer. Vous avez notamment créé un pôle de transformation alimentaire dès 2017. En quoi ça consiste exactement ? C'est accueillir des entreprises. Donc le MIN, peut-être je vais redire en 2 mots, il est plus connu sous le nom de marché-gare. En 2 mots, c'est l'endroit, donc ça fait 9 hectares, il y a 220 entreprises, 3000 clients environ. C'est vraiment l'endroit où se fournissent les professionnels. Donc les épiceries, les marchés, les halles, les restaurants se fournissent essentiellement là. Il y a aussi métro, c'est pas sur le MIN, mais voilà, pour dire où se fournissent les professionnels. La transformation alimentaire, il y a eu une volonté, et là on a fait une deuxième phase avec une volonté forte d'accueillir des entreprises de petite taille, plutôt type PME ou plus petite que ça, pour faire de la transformation alimentaire. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir avoir toute la production locale, mais pour que ça aille jusque dans les assiettes. Parfois, je prends l'exemple du pois chiche, il y a beaucoup de production de pois chiche localement. En fait, le pois chiche fait des kilomètres et des kilomètres, il est transformé ailleurs, il est mis en boîte et il revient sur le territoire. Donc il n'y a pas assez d'entreprises de transformation. Donc on a eu cette volonté d'accueillir des entreprises de transformation. Donc on a par exemple pour les 2 plus grosses entreprises, c'est la légumerie qui fournit la restauration scolaire, qui s'appelle Agrivia, et on a aussi une conserverie, donc ça c'est les 2 plus grosses entreprises. Et après on a plusieurs entreprises de plus petite taille qui font soit des produits en bocaux, je pense à Bogdo, qui font des produits individuels, des repas individuels en bocaux, donc consignés aussi. Donc il y a toute la démarche à la fois environnementale du point de vue de la production, mais aussi du point de vue de la gestion des déchets, du point de vue des mobilités. On a mis des critères dans les locaux, donc le MIN loue des locaux aux entreprises, soit de manière individuelle, soit de manière collective. On a des espaces de stockage qui peuvent être individuels ou collectifs. Et là, l'innovation qu'on a et qu'on va inaugurer là le 5 novembre, c'est des ateliers partagés de transformation alimentaire. Ce qui peut permettre à la fois, par exemple, à un producteur d'écouler un surplus, de faire de la confiture avec un surplus de production, de faire de la surgélation, de faire des petites activités de traiteur, de faire de la formation, de tester des activités pour des gens qui n'auraient pas la possibilité d'investir dans des équipements. Donc on met des équipements à disposition qu'on loue à la journée pour permettre aux entreprises de cuisiner et de vendre des productions alimentaires aux professionnels. On est toujours sur des ventes aux professionnels. C'est vraiment intéressant. On voit que toute votre action, elle se base sur une mise en réseau, une mise en lien, en fait, de tous les secteurs, de tous les secteurs, de toutes les échelles, de tous les acteurs, du citoyen à l'agriculteur. On voit que ça prend beaucoup de temps, que c'est du sur-mesure qu'on fait, que c'est vraiment de la dentelle. C'est ça. Mais c'est vrai que dans ces projets-là, en fait, l'aspect humain est central. C'est les rencontres qu'on fait. Donc c'est pour ça que cet écosystème aux mines, dans les aménagements, volontairement aussi, on fait des aménagements pour que les entreprises se rencontrent. Des salles de pause, des endroits, on va organiser des événements pour qu'ils puissent se voir et qu'il y ait cette synergie qui permette de mutualiser des choses, de se dire, on va dire aux entreprises de transformation, acheter sur le carreau des producteurs. Ils vont peut-être se grouper pour acheter des emballages en commun, pour faire des livraisons. On expérimente aussi des projets autour de la logistique urbaine pour pas faire des transports à vide ou des choses comme ça. Donc tout ça est un écosystème qui ne fonctionne pas forcément ensemble, qui fonctionne vraiment en silo, un peu comme dans les administrations. Et donc il faut les mettre ensemble pour qu'ils puissent faire des projets ensemble. Et notre rôle en tant que politique de collectivité, c'est de les mettre en lien, de créer des synergies, de faciliter, de mettre à disposition des locaux
Et c'est pas forcément que de donner de l'argent, c'est vraiment aussi toute cette animation qui est fondamentale. Ni de décider finalement de manière unilatérale de projets, finalement, non. Puisque la caisse alimentaire notamment, c'est quelque chose que vous soutenez, qui est quand même très intéressant, mais que vous ne portez pas en direct. C'est ça. Donc c'est vraiment faciliter les projets, les faire émerger, mettre en lien les acteurs, les synergies dont vous avez parlé. C'est pas le nouveau rôle de l'élu en fait, une nouvelle vocation de l'élu. On avait des élus très décisionnaires, très dans des postures verticales il y a quelques années, peut-être une ou deux décennies. On sent que cette culture est encore présente, parce que moi des fois on vient me voir en disant voilà qu'est-ce que vous avez décidé, et donc moi souvent je dis mais qu'est-ce que vous en pensez, et il faut demander aux principaux, aux usagers. Je vois qu'on n'a pas forcément cette culture-là. Parfois on va proposer des choses en pensant que c'est une bonne idée, mais c'est pas forcément adapté. Donc moi, je crois beaucoup à ça. Je pense au design de service ou des choses qui permettent vraiment d'être à l'écoute des citoyens et d'être dans peut-être pas la cogestion, mais sur certaines choses, de les faire gérer eux-mêmes. Et pour moi, les politiques publiques, on les construit de manière collective. Là, récemment, on a répondu à un appel à projet de la Banque des Territoires, dans le cadre de France 2030, qui s'appelle Terrasol, et on est un consortium d'acteurs avec, encore une fois, des collectivités, des chercheurs, des associations, et on a remporté cet appel à manifestation d'intérêt où on a eu 10 millions d'euros en échange qu'on mette 10 millions d'euros, donc un projet à 20 millions d'euros globalement de démonstrateur territorial autour des solidarités alimentaires. Et pour moi, c'est fondamental de les construire ensemble et d'être un échelon parmi un autre, pas au-dessus des autres et pas parmi les autres. On est c'est intéressant, c'est vraiment très intéressant et inspirant. La fin du mandat s'approche. Oui. Quels projets un petit peu phares ou quelles envies ou quelles propositions vous faites pour le mandat d'après? Terminer. Déjà de pouvoir là tous les projets, il y a un certain nombre de projets qu'on a enclenchés qui vont pas arriver sont pas livrés au bout, donc c'est vraiment que ça puisse se faire au mieux et de déployer encore ces projets de solidarité alimentaire, de leur donner encore plus de force, encore plus de moyens. Après, il y a tout un travail aussi qu'on a initié et à mon avis, il faudra vraiment le continuer. Ce sera peut-être plus sur le prochain mandat, c'est sur l'aspect commercial, sur l'aspect paysage alimentaire. Là, c'est piloté au niveau de la métropole, mais un projet auquel on a beaucoup contribué au niveau de la ville de Montpellier, d'avoir des commerces qualitatifs, accessibles. Donc travailler peut-être, je pense, avec les halles et marchés, avec les commerçants. Ça, c'est quelque chose qu'on a, de mon point de vue, pas suffisamment développé, et ça ce sera un des enjeux forts du prochain mandat. Mais aussi, bien sûr, continuer tous ces aspects de pédagogie, de structuration des filières. Donc, et puis après, des projets nouveaux. Moi, je vais m'inspirer aussi d'autres collectivités. J'ai parlé tout à l'heure de l'ordonnance verte. Pourquoi pas? Ça, c'est quelque chose qui pourrait être proposé. Donc, de s'inspirer de ce qui fonctionne ailleurs et donc, j'ai pas encore réfléchi à tous les éléments du programme, mais en tout cas sur l'alimentation, il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire et de belles choses à faire. Ça ne fait que commencer en fait. Ouais. Vraiment, merci beaucoup Marie Massart de nous avoir consacré un peu de temps. Ce sont des sujets vraiment passionnants d'avenir, où vous le dites, il y a énormément de choses à faire. Montpellier est précurseur, on l'a dit sur certains projets en tout cas. On va regarder ça avec beaucoup d'attention. Merci encore. Et merci à vous, journée. avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Citizen Vox. J'espère qu'il aura été utile à vos réflexions. Vous trouverez l'ensemble des épisodes sur le site internet citizen.fr, cityzan.fr, et sur la plateforme Ocha. À très bientôt.